Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous renouveler votre confiance à ce programme 7 sur 7 en synchronisation avec la radio Fréquence 1 Lomé. Cela fait 2 mois que les Togolais ont été appelés à choisir celui qui présidera aux destinées du Togo. 2 mois après l'élection de Faure Gnassingbé, les Togolais attendent toujours de connaître la nouvelle orientation politique et sociale que le chef de l'État élu veut imprimer à la nation. Un nouveau Premier ministre a été nommé depuis lors et c'est ce dimanche finalement que la liste du gouvernement a été publiée. Nous choisissons d'analyser ces sujets sous le prisme de l'opposition qui a perdu le scrutin et qui le conteste toujours. Cette semaine, la sous-secrétaire adjointe aux affaires africaines du département d'État américain en visite à Lomé est aussi revenue sur le sujet et a même appelé les deux parties au dialogue. La question des droits de l'homme, on va aussi l'aborder avec le Haut Commissariat aux droits de l'homme qui ferme ses bureaux de Lomé dans 2 jours exactement. Officiellement, l'organisation onusienne évoque des raisons financières. Devrons-nous nous en inquiéter? Nous proposons d'aborder toutes ces questions avec Edem Atanchi, président de la sous-commission communication et relations publiques de la Commission électorale nationale indépendante CENI et secrétaire national aux affaires politiques de l'Alliance nationale pour le changement ANC. Edem Atanchi, bonsoir. Oui, bonsoir monsieur. Merci de votre disponibilité. Oui, merci pour vous aussi. Bonsoir Florent Atiobé. Bonsoir Eric. C'est avec vous que nous allons mener le débat de ce soir. Cela fait 2 mois que les Togolais ont été appelés dans les urnes pour choisir leur président. Faure Gnassingbé sera proclamé vainqueur d'un scrutin qui est contesté jusqu'à aujourd'hui par son opposition. Mais il a fallu plus de 2 semaines, 20 jours au moins pour avoir le gouvernement. On va faire le point ici sur ce gouvernement qui vient d'être publié dans cet élément. Le nouvel exécutif togolais sera composé de UNIR, puis de la CPP et de l'UFC. Dans l'ensemble, Faure Gnassingbé aura pris sa responsabilité. Seul un portefeuille pour la CPP avec Octave Nikwebrum qui garde l'enseignement supérieur et la recherche et un autre pour l'UFC avec André Johnson confirmé à l'environnement. 12 ministres de l'équipe Aoumezounou restent dans le gouvernement comme Iklassou. Ils gardent presque eux tous leur portefeuille sans Gilbert Bawara qui s'occupera désormais de la fonction publique, du travail, de l'emploi et de la promotion du dialogue social. Adji Ote Ayassor lui devient ministre d'État en charge de l'économie, des finances, de la planification et de la prospective. 14 ministres ne font plus partie de la nouvelle équipe. L'exemple de Kakou Noubukbo, Jossou Semoji, Yakubu Amadou qui lui s'en va avec le ministère des droits de l'homme et de la consolidation de la démocratie. 11 nouvelles entrants dont le premier vice-président de l'UNIR, Georges Aïdam, Payadowa Boukessi, qui prend l'administration territoriale alors que le ministre des Mines et de l'Énergie sera occupé désormais par Dadariwe Bidamou. Le ministère de la Santé trouve un patron désormais, le professeur Mustapha Moujiayawa. Ce nouvel exécutif ne contiendra 3 femmes contre 6 dans l'ancienne équipe. Alors, Edem Atanchi, vous avez la liste du gouvernement depuis quelques heures. Quand vous parcourez ce gouvernement, quelle est votre première impression? C'est dommage. Je regrette que nous soyons encore là au Togo, à tourner en rond après 2 mois d'un scrutin frauduleux. On a fait perdre du temps aux Togolais. Nous pensions qu'ils pouvaient faire sortir quelque chose en tenant compte de la situation. Et malheureusement, on prend les mêmes et on recommence. Là, vous exprimez votre déception par rapport à ce gouvernement. Mais en quoi est-ce que vous devriez être déçu finalement? Mais c'est clair que on n'a plus rien à voir avec UNIR. Tous ceux qui sont listés dans ce gouvernement, on les connaît tous. Ils n'ont plus rien à démontrer aux Togolais. Nous prenons le cas du ministre, c'est un super ministre, Adji Ote Ayassor, qui est devenu maintenant
un ministre d'État en charge de l'économie, des finances, de la planification et de la prospective. C'est un super ministre. Celui-là que aujourd'hui le Fonds monétaire international conteste dans sa gestion des finances publiques au Togo. Ils l'ont dit clairement. Ben, vous n'avez pas lu le rapport qui est sorti? À cause de la mauvaise gestion des finances publiques, le représentant résident du FMI a quitté le Togo. Il ne veut pas être complice de cette mauvaise gestion des finances togolaises. Mais là aussi, il faut le dire, on a maintenu et on ne peut que maintenir celui qui peut protéger la mauvaise gestion des finances. Tout le monde le sait. Nous prenons l'exemple de la construction des routes. Aujourd'hui, vous savez, ça atteint déjà 240 milliards que les gens utilisent et qu'on ne peut expliquer de manière convenable. 240 milliards. On a fait dans ce pays des pieds et des mains pour être inscrit au PPTE. Mais aujourd'hui, la dette togolaise a doublé. Quand nous prenons les pays de l'UEMOA, le Togo, cette année, en 2015, va atteindre près de, je dis, 31,1%. Alors, nous continuons par examiner un peu le nouveau gouvernement qui vient de sortir. Oui. Est-ce que votre déception, ce n'est pas aussi le fait qu'aujourd'hui, on a un gouvernement où vous ne vous retrouvez pas, vous, par exemple, l'ANC, si on peut le dire ainsi? Mais qu'est-ce que ceux-là qui sont à l'intérieur, qui sont inscrits sur la liste de ce gouvernement, n'ont jamais prouvé dans ce pays? Je retrouve, comment on appelle, j'ai parlé tout à l'heure de Adji Oter, qui a mis les finances dans cette situation au Togo. La situation va s'empirant. Qu'est-ce qu'on peut... Il n'y a pas du neuf. Il n'y a pas du neuf. Alors, ce gouvernement, puisqu'on l'a eu il y a quelques heures, on va permettre quand même, au-delà de l'élément qui a été diffusé, on va donner une idée aux Togolais ce soir. Il faut dire que le nouvel exécutif comprend, en dehors de Faure Gnassingbé et de Selom Klassou, un ministre d'État de l'économie et des finances, de la planification et de la prospective, Adi Otet Ayassor, ministre du développement à la base, de l'artisanat et de l'emploi des jeunes, Victoire Tomega Dogbe, ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, Octave Nikwe Broum, ministre de la fonction publique, du travail, de l'emploi, de la réforme administrative, de la sécurité sociale et de la promotion du dialogue social, Gilbert Bawara, ministre des Postes, de l'économie numérique, Sina Lawson, ministre des Infrastructures et des Transports, Nissa Ounion Femme, ministre de la Sécurité et de la Protection civile, colonel Yark Damran, ministre des Affaires étrangères, de la coopération et de l'intégration africaine, Robert Doucet, ministre de l'Agriculture, de l'Élevage, de l'Hydraulique, colonel Ouro Koura Gadazi, ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales, Payado Aboupessi, ministre du commerce, de l'industrie, de la promotion du secteur privé et tourisme, Bernadette Esozimna Legezim Palouki, ministre de la justice et des relations avec les institutions de la République, Pius Agbetome, ministre de l'urbanisme, de l'habitat et du cadre de vie, maître Fiatouo Kwadjo Sesenou, ministre des enseignements primaires et secondaires, Komi Palamwe Tchakpele, ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Georges Haïdam, ministre de l'Environnement et des Ressources forestières, André Johnson, ministre de la Communication, de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et de la Formation civique, Guy Madje Lorenzo, ministre de la Santé, professeur Moustapha Moudiwaya, ministre des Mines et de l'Énergie, Dadariwe Bidamon, ministre de l'Action sociale, de la promotion de la femme, Tchabinyangi Kolani Nyencham, ministre délégué auprès du ministre d'État de l'économie et des finances, chargé de la planification et de la prospective, Kossi Asimaïdou, ministre délégué auprès du ministre d'État de l'économie et des finances, chargé du budget, Sani Yaya, ministre auprès de la présidence de la République, Batienne Pabre Sili, et le ministre de la Défense et des anciens combattants reste rattaché à la présidence de la République. L'autre fait notoire, c'est que, eh bien, ce gouvernement, il n'y a pas de l'opposition là-dedans. Ça voudra signifier quoi? On gagne, on gouverne. Je crois.
et on gagne, on gouverne, on prend les mêmes, on recommence. Si, avec tout ce que nous avons vécu ici par rapport à la gouvernance de RPT UNIR, je prends l'exemple du ministre en charge des mines, ministre des Mines, de l'énergie, Dadario Ebidamo, une personnalité que nous avons connue à Togo Cellulaire. Une personnalité que nous avons connue à Togo Cellulaire dans la mauvaise gestion des fonds à Togo Cellulaire. Non, mais il n'y a pas de rapport qui dit que... S'il vous plaît, c'est la gestion des finances. À la douane. C'est la gestion... Personne ne se plaint au niveau de l'État, quand même. Hein. Non, ça concerne les Togolais. Et je suis Togolais. C'est l'argent du contribuable togolais. Et lorsqu'on gère mal, celui-là s'est retrouvé après Togo Cellulaire aux douanes, sinon à la douane. Et nous savons la catastrophe qu'il y a eu à la douane avec Bidamo. Et il revient maintenant à l'énergie et aux mines. Salue les dégâts. Salue les dégâts. Non, pourquoi est-ce qu'il faut être pessimiste déjà à l'annonce du gouvernement? Non, mais c'est la personnalité. Vous savez, en politique, les actes que vous posez... On peut se tromper sur des personnes quand même. Hein. Faure Gnassingbé ne dira pas aux Togolais qu'il s'est trompé sur la personne de M. Bidamo, que tout le monde a connu dans ce pays, depuis Togo Cellulaire, en passant par les douanes togolaises. Quand même. Quand même. Mais on s'amuse avec l'argent du contribuable togolais. Cela veut dire qu'on apprécie celui qui organise et qui couvre les détournements publics dans ce pays. C'est de ça qu'il s'agit. Ou bien celui avec qui on opère les détournements des deniers publics dans ce pays. C'est de ça qu'il s'agit. Qu'est-ce que nous n'avons pas connu avec M. Bidamo dans ce pays? Donc vous êtes toujours dans l'accusation de certains qui sont aujourd'hui dans le gouvernement. Mais non, ce n'est pas une question. Non, écoute, le problème ici, monsieur le journaliste, ce n'est pas l'accusation d'une personnalité. C'est le problème de la gestion des finances publiques, la gestion de l'argent du contribuable togolais, la gestion du Togo d'une façon générale. Lorsque des personnalités ont prouvé ce qu'ils sont, pas à la tête d'une seule institution, de une, deux, trois institutions, et que ceux-là, on le ramène encore à la tête d'un ministère comme l'énergie et les mines, vous voyez ce que ça peut donner? Alors, dans le gouvernement actuel, quand on comptabilise, on voit qu'il y a au moins 14 qui sont sortis de ce gouvernement-là, enfin qui font partie de l'ancien gouvernement, qui ne sont plus dans ce nouveau gouvernement. Il y a 11 qui restent. Quand on prend... l'autre remarque, c'est qu'il n'y a pas de ministère pour les droits de l'homme. Est-ce que c'est un signal? Qu'est-ce que cela vous inspire? Je ne veux pas aller trop vite en besogne, mais la première observation, c'est que on veut mettre dans la valise, si vous voulez, dans les tiroirs, même les recommandations de la CVJR. Même les recommandations de la CVJR seront mises dans le tiroir. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut faire très attention, c'est une observation immédiate. Puisque rien ne prouve qu'il y aura un ministère qui va s'en charger. C'est très important. Si, de toutes les manières, on verra au niveau de l'Assemblée nationale la prestation du nouveau chef de gouvernement et son programme de gouvernement pour aller plus dans les détails. Sa déclaration de politique générale. Voilà, sa déclaration de politique générale. Et l'autre remarque également, enfin nous avons un ministère de la Santé qui revient. Le ministre de la Santé, nous l'avons. Et est-ce que cela aussi pourrait faciliter les choses au niveau de ce département-là qui connaît des problèmes liés par exemple aux infrastructures dans les structures sanitaires? Mais quelle amélioration on peut avoir? D'abord, le titulaire actuel, le professeur Moustapha Moudjiyawa, si je ne me trompe pas, il fut l'un des médecins assermentés. Ceux qui ont examiné les candidats. Ceux qui ont examiné les candidats à la présidentielle. Et ceux qui ont, malgré ce que nous vivons, si chaque fois nous constatons que des gens ne devaient pas être déclarés candidats, mais pourtant ils ont aidé à être candidats, peut-être encourager ces gens-là à évoluer dans la médiocrité.
Mais le professeur Moustapha Moudjiawa est quand même réputé être rigoureux quand même. Hein? Mais rigoureux, ben, nous avons vu ce qui s'est passé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ah bon, faites des enquêtes. Vous avez plus de précision, ce n'est pas le moment de le dire, mais nous le dirons le moment venu. Bien. Alors, dans ces conditions, qu'est-ce que le professeur fera dans les conditions actuelles, en tenant compte des assises du pays? Qu'est-ce que le professeur fera malgré sa compétence? Qu'est-ce qu'il peut faire au niveau de ce ministère de la Santé avec tout ce qu'il y a comme problème? Je n'attends rien de ce professeur. Je n'attends rien de ce professeur. Autre remarque également, au niveau de l'emploi, de la fonction publique et de la réforme administrative, nous avons Gilbert Bahora. Et nous savons que ce secteur, il y a les travailleurs qui sont là avec les revendications qui sont sur la table du gouvernement. Est-ce que Gilbert Bahora, l'homme lui-même, résout déjà les problèmes? Si on sait que, parce que c'est le prochain adversaire des travailleurs, si on peut le dire désormais. Bon, au fait, nous connaissons très bien Gilbert Bahora. Il sera en discussion avec les syndicats. Nous verrons bien, pourvu que les syndicats ne se laissent pas duper par ce dernier. Nous l'avons connu depuis un certain temps. Nous savons de quoi il est capable. Ce gouvernement vous renvoie-t-il l'idée ou la manière dont Faure Gnassingbé veut gouverner le pays dans les 5 prochaines années? Ça vous renseigne? Oui, ben, je n'attends rien de ce gouvernement. C'est des hommes qu'on a déjà connus par le passé. On sait ce qu'ils valent et ils ne peuvent rien faire dans les conditions actuelles. Vous êtes dans votre rôle d'opposition, c'est ça? Non, je dis ce qu'il y a. Objectivement. Objectivement. Objectivement, je dis ce qu'il y a. Il n'y a rien à attendre de ce gouvernement. On prend les mêmes, on recommence. Ce serait les pertes de temps. Et ben, malheureusement, le Togo sera là, toujours au pied du développement. Vous auriez dû aussi faire partie de ce gouvernement. Vous, De au quel niveau de l'ANC, gouvernement? vous avez refusé quand même certainement de prendre part à ce gouvernement. J'ai dit que ces compatriotes du RPT uni ne sont pas des gens avec qui il faut collaborer. Pourquoi? Ouais, je l'ai dit, je l'ai expliqué. Et je disais que l'expérience que moi, j'ai faite avec eux cette dernière fois à la CENI, avec toute l'humilité, toute l'objectivité, toute la confiance, mais ils ont prouvé ce qu'ils sont. Ils ont confirmé ce que les gens disent d'eux. Et qu'est-ce qu'ils sont réellement? Ils ne sont pas honnêtes. C'est des gens qui ne sont pas honnêtes. Les gens qui ne pensent qu'à eux-mêmes, qui ne pensent qu'à eux seuls, ils ne pensent pas au développement du pays. Des gens qui ne veulent pas s'auto-remettre en cause. Ils ne veulent pas s'auto-remettre en cause. Ils ne veulent pas faire des analyses. Ils ne veulent pas prouver aux Togolais que nous aussi, que eux aussi, ils ont été à l'école, que eux aussi, ils ont voyagé, ils ont vu ce qui se passe à l'extérieur en matière de développement et que au moins, ce que nous avons vu, ce que nous avons appris, nous pouvons mettre ça au service de nos populations. Ils ne pensent qu'à eux. C'est ce qui est dommage. Bien. Et ça donc, fait très mal. Ce gouvernement, vous n'entendez rien de ce gouvernement-là, mais c'est avec ce gouvernement que vous allez discuter prochainement quand même sur presque tous les sujets. Probablement. Probablement. Et comment allez-vous y prendre? Mais j'ai répondu. Et l'interlocuteur aujourd'hui, c'est eux. On verra comment ça va se passer. Également, au niveau du nouveau gouvernement, on remarque une chose également. Il y a eu une compression, si on peut le dire ainsi. Nous étions à 28 départements, aujourd'hui on se retrouve avec 23. Est-ce que ceci n'est pas aussi à féliciter en matière de gestion de la bonne gouvernance? Il faut essayer de réduire un peu les postes ministériels pour pouvoir essayer de gérer au maximum les frais que cela doit faire coûter. Vous savez, je suis aussi perplexe sur ce point. 23, 24 ministres dans ce gouvernement, pour moi c'est toujours trop, pour ce petit pays comme le Togo. Un gouvernement de 15-16 personnes, ça suffit. Un gouvernement de 15-16 personnes. Vous savez, le travail se fait même au niveau des directions techniques. Le travail se fait au niveau des directions techniques. Lorsque vous vous apprêtez pour gouverner un État, c'est des analyses, des dispositions qui sont prises même avant d'être dans le fauteuil. Ce n'est pas après avoir fraudé qu'on essaie de colmater les brèches, qu'on essaie d'aller chercher par-ci, par-là. Et finalement, voilà ce que ça a accouché. Rien de neuf, rien d'encourageant. C'est la déception totale.
Je suis désolé. Je suis désolé. Et donc, les réformes à venir? Je n'en sais rien. On les attend. On les observe. On verra la suite. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Bien. Alors, les élections sont passées. Faure Gnassingbé a été déclaré vainqueur de ce scrutin-là par d'abord l'institution dans laquelle vous êtes, la CENI, et puis derrière par la Cour constitutionnelle. La question des réformes, vous l'avez évoqué tout à l'heure, demeure d'actualité. Comment ça va se passer, vous pensez, maintenant que vous allez vous contenter de votre rôle, de l'opposition? Comment est-ce que vous pensez que cette question de réforme va être traitée de nouveau, puisqu'il y avait une première proposition qui avait été rejetée par l'Assemblée nationale quand même? Oui, avant de répondre à cette question, je voudrais rappeler que récemment, les chefs d'État de la sous-région étaient à Accra. Et la CEDEAO a posé ce problème-là sur la table. Qu'il fallait que désormais tous les pays adhèrent au principe de 2 mandats présidentiels. Je crois que c'est ça. Vous vous rappelez? Oui. Alors, si à Accra, le gouvernement togolais, le chef de l'État togolais, n'a pas adhéré à ce principe-là, mais qu'est-ce que vous tirez comme lecture politique? Qu'est-ce que vous tirez comme lecture politique? Cela veut dire que nous avons joué notre partition et c'est clair pour tout le monde aujourd'hui au Togo que ceux-là qui ne veulent pas faire les réformes pour adopter le principe de 2 mandats présidentiels, c'est le pouvoir RPT uni. Je voudrais... Comment voulez-vous qu'ils prennent un engagement qui ne se trouve dans la constitution togolaise? Je voudrais... Attendez, s'il vous plaît. Je vais revenir sur ça. Je voudrais quand même rappeler ceci. Mais cette position que la CEDEAO a mise sur le tapis n'est pas tombée du ciel. Certainement, c'est des réflexions qui ont été faites de part et d'autre avant que l'on ne pense intégrer cette position dans le protocole de la CEDEAO, les protocoles de la CEDEAO. Je crois que c'est ça. Et cette position est tombée sur la table au lendemain du scrutin présidentiel du Togo. Mais on peut faire une lecture politique. Et pour moi, la lecture politique qu'on peut faire dans un premier temps, c'est que les chefs d'État veulent dire à Faure Gnassingbé qu'ils ne sont pas convaincus dans un premier temps de cette victoire dont ils parlent au Togo pour l'élection présidentielle de 2020. Ça, c'est votre analyse, votre lecture de la chose. Bien sûr. Mais moi, j'attire votre attention sur ça. Les chefs d'État de la CEDEAO veulent attirer l'attention de Faure Gnassingbé qui ne sont pas convaincus de cette victoire dont parle Faure Gnassingbé. Et pourtant, il y avait des missions de la CEDEAO au Togo. De quelles missions? Qui ont fourni des rapports où on disait que le scrutin si vous voulez, on on reviendra encore sur ces missions-là. Si vous voulez, on reviendra sur ça. Deuxième élément, les chefs d'État veulent dire à Faure Gnassingbé que le 3e mandat dont ils parlent au Togo, qu'ils ne sont pas d'accord. Ah. Il aurait dit, quand ils étaient à Lomé, le président ghanéen ivoirien, à la veille, n'est-ce pas, quand vous travaillez sur les chiffres pour communiquer les résultats finaux, oui. Il aurait dit, s'ils ne sont pas d'accord. Ça n'a pas été dit. Il vaut mieux le dire dans un cadre purement stratégique et dans un cadre organisé. Le cadre organisé, c'est la CEDEAO. Et ils n'ont pas manqué de le dire. Ils n'ont pas manqué de le faire savoir. Alors, mais plus encore, je vais attirer votre attention sur ça. Le 3e élément de cette rencontre de la CEDEAO à Accra, c'est la candidature de Faure Gnassingbé. Vous vous rappelez que Faure Gnassingbé voulait être président en exercice de la CEDEAO. Le Ghanéen Mahama pouvait encore exécuter un second mandat. Mais compte tenu de certaines situations internes à la CEDEAO, et plus particulièrement de la situation du Togo, mais le Ghanéen a refusé de faire le second mandat. Il pouvait le faire comme Ouattara l'a fait entre-temps. Il pouvait le faire. Et son retrait lié à la situation du Togo? La lecture politique que moi j'ai fait, son retrait pour ce second mandat
est lié à la situation politique du Togo. Parce que le fait que des gens qui sont élus de manière démocratique et honnête, je veux parler de Mahama, je veux parler du Sénégalais, mais Macky Sall. Mais ils ne peuvent pas accepter que quelqu'un qui se dit élu dans ces conditions tombe de quelque part et devient président. Ils ont dit niet. Mais et là, je dis que il faut le dire. C'est un camouflet à Faure Gnassingbé. C'est un camouflet, il faut le dire. La question principale et fondamentale, c'est lié aux réformes. Le scrutin est déjà passé. La vie politique continue. Comment, au niveau de l'opposition, vous allez vous y prendre finalement pour faire entendre raison au pouvoir, laissez-moi pour que ces réformes, excusez-moi, pour que ces réformes soient une réalité? Je vais répondre. On va y aller rapidement. Je vais répondre à ça. Laissez-moi aborder ce point-là, parce que c'est très important. Il faut que, c'est-à-dire que nous devons être honnêtes aux Togolais pour que chacun puisse faire la lecture dont nous parlons. Lorsque vous allez dans un pays, lorsque vous allez pour une rencontre, et vous posez votre candidature, et les gens vous disent niet, pour moi c'est un camouflet. Faure Gnassingbé à Accra représente mon pays. Il me représente. On peut aussi ne pas choisir Macky Sall et Faure Gnassingbé. Est-ce que les Sénégalais auront la même lecture? Macky Sall on peut aussi choisir Faure Gnassingbé. Macky Sall vient d'être élu. Macky Sall vient d'être élu au Sénégal. Faure Gnassingbé est là depuis. Faure Gnassingbé a fait déjà 10 ans, sinon il est dans sa 10e année. Alors, Macky Sall vient d'être élu. Faure Gnassingbé n'a jamais été président de la CEDEAO, à ce que je sache. Mais c'est un camouflet, c'est une humiliation. On doit pouvoir soi-même tirer les conclusions. En même temps, est-ce qu'il faut exagérer sur ce point? Non, mais non. Voilà, c'est si important que... Mais lorsque les gens donnent des réponses diplomatiques à des situations, on me dit, félicitations, vous êtes élu. Ça, c'est des réactions diplomatiques. Mais on veut dire maintenant la vérité. La vérité, la sincérité. Monsieur le Président, vous ne pouvez pas être président de la CEDEAO. Niet, c'est une humiliation. Et ça change quoi finalement la vie politique togolaise? Et de Matanchi. Attention, monsieur Atanchi, du dehors, moi j'étais à Cotonou la dernière fois, on en a discuté. Vous croyez que les Béninois ne laissent pas passer ces informations? On a discuté. Mais qu'est-ce qui vous pousse? La question qu'on m'a posée, qu'est-ce qui vous pousse? Qu'est-ce qui pousse votre président à poser sa candidature dans ces conditions-là? Mais vous croyez que ce n'est pas une honte pour moi? Mais il faut que, à partir de ces éléments, qu'on attire l'attention des gens. Quand vous n'êtes pas blanc, quand vous n'êtes pas blanc, quand vous êtes rouge, quand vous êtes un peu sale, pourquoi pas sale? Mais faites l'effort de savoir là où vous devez rester. Faites l'effort de savoir là où vous devez rester. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Alors, revenons aux questions des réformes. Quelle sera votre contribution pour que les réformes soient faites aujourd'hui? Nous avons fait tout ce qu'il fallait faire pour que les réformes soient faites. Aujourd'hui, vous estimez que... Nous attendons. Ils vont former le gouvernement et nous aviserons. C'est-à-dire que vous avez un plan B. Je ne veux pas anticiper sur ce que nous pensons faire, mais laissez-nous apprécier ce qu'il veut poser comme acte dans la formation du gouvernement et des déclarations du programme de gouvernement. Est-ce qu'en réalité, vous ne devez pas nourrir des regrets? Vous avez perdu le scrutin et vous n'avez pas eu non plus les réformes. Il y en a d'autres qui avaient quand même dit, si la condition pour que les réformes aient lieu, c'est la candidature de Faure Gnassingbé, on ne parle même pas de son 3e mandat, la candidature, ben, autant faire les réformes. Vous aviez dit non. On est allé au scrutin, vous n'avez pas pris la présidence de la République et puis les réformes n'ont pas lieu. Est-ce que vous ne devez pas nourrir en réalité des regrets aujourd'hui? On n'a pas regret, on n'a rien à regretter. Nous avons fait ce qu'il faut et nous avons démontré, nous avons prouvé aux populations togolaises et à la communauté internationale ce que vaut ce pouvoir. Est-ce que ce message est audible réellement? Très audible. Approchez les populations, ils vous répondront. Allez au niveau des pays environnants, les gens vous parleront. Nous n'avons rien à regretter. Vous êtes sûr que les populations aujourd'hui ne sont pas déçues de vos comportements? Quel comportement? Quel comportement? Ça fait 25 ans que c'est nous qui avons demandé à Tabiou et
c'est les collègues de la CENI de manipuler les chiffres. Ce n'est pas nous qui avons demandé à Tabiou et autres de manipuler les chiffres. Vous avez dit aussi que vous allez sécuriser. Ce n'est pas nous qui avons demandé. On a sécurisé les choses. On a sécurisé ce que nous devons sécuriser. Mais lorsque les gens fabriquent les procès-verbaux dans les bureaux de vote, lorsque les gens échangent les procès-verbaux fabriqués, les procès-verbaux manipulés, mais qu'est-ce que nous pouvons faire dans ces conditions? Lorsque même dans les CELI, les gens ont manipulé les résultats, les chiffres au niveau de la centralisation des CELI, nous pouvons faire quoi? Alors, vous avez sécurisé les bureaux de vote. Et comment peut-on expliquer que vous n'avez pas déposé de recours au niveau de la Cour constitutionnelle? Non. Parce que là, avec des preuves à l'appui, cela pourrait également contribuer à faire la vérité. Mais écoutez, vous avez comme des chiffres. Les preuves sont déjà aussi claires au niveau de la CENI. Les preuves sont aussi claires au niveau de la CENI. Lorsque vous prenez une CENI et que les chiffres ne concordent pas, je donne un exemple. Il y a 5 candidats. Et vous dites, le suffrage exprimé est égal à X. Et lorsqu'on fait le partage entre les 5 candidats, ça ne concorde pas. C'est un élément très important qui doit attirer l'attention de la Cour constitutionnelle qui doit s'auto-saisir. La Cour constitutionnelle doit s'auto-saisir pour dire, mais attention, sur 42 CELI, les gens ont fait un travail sur 16 CELI et disent qu'il reste 26 CELI, le travail n'est pas fait et les résultats sont proclamés. Ce n'est plus à nous, ce n'est plus aux candidats, mais ceci, ça crève les yeux. Non, mais les résultats des 42 CELI ont été proclamés. Vous contestez les résultats de certaines CELI. Je vous dis, M. Eric, que nous avons fait le travail sur 16 CELI sur 42. Il reste 26 CELI à apprécier. Il reste 26. Nous n'avons pas travaillé, nous n'avons pas apprécié les résultats de 26 CELI. Comment on peut proclamer les résultats comme ça? On ne peut pas proclamer les résultats sans apprécier ce que les 26 CELI ont apporté. C'est la sommation des chiffres. Deux mois après ce scrutin, est-ce que tout cela n'appartient plus finalement à l'histoire? Bien, on peut dire que ça appartient à l'histoire, mais on verra la suite. Est-ce que juste après ce scrutin-là, vous n'avez pas tiré des leçons forcément au niveau de CAP 2015, surtout de l'ANC? Des leçons, je crois qu'il y a des commissions qui sont là, en train de plancher. Ces commissions vont faire leur exposé. Seulement vous, si vous mettez du temps. Je ne veux pas anticiper. Oui, il faut aller posément pour bien voir. Vous savez c'est inhabituel quand même de la part de votre parti politique. C'est-à-dire au lendemain des scrutins, nous avons habituellement des contestations, nous savons comment ça se passe. Et que cette fois-ci, vous ayez choisi de vous taire complètement, de faire en sorte que vous soyez inaudible dans l'opinion et beaucoup d'interrogations. Qu'est-ce qui se mijote au niveau de l'opposition de CAP 2015 et des Matanchi? On ne sait pas tu. La preuve, je suis là. On ne sait pas tu, la preuve, je suis là. Les collègues interviennent sur les radios de proximité. On ne sait pas tu. Mais nous observons. Nous observons. Nous regardons. Jusqu'à quand allez-vous observer finalement? Nous réfléchissons. Alors, je reviens encore sur cette question. S'il faut tirer des leçons, vous avez dit qu'il y a des commissions qui réfléchissent, mais déjà, on peut avoir des approches. Quelles sont les premières leçons que vous avez tirées juste après le scrutin du 25 avril dernier? La leçon fondamentale, c'est que nous constatons que le pouvoir RPT uni ne peut jamais organiser un scrutin transparent et démocratique. Le pouvoir RPT uni ne peut jamais organiser un scrutin transparent et démocratique. Est-ce que vous n'êtes pas complice? Attendons, s'il vous plaît. Est-ce que vous n'êtes pas complice? Parce qu'on a dit que... Dans quel sens? Excusez-moi, nous avons tous suivi l'actualité en ce moment-là. On disait que le fichier électoral n'était pas propre. On disait qu'il y a tel manquement. Mais vous aviez accepté de jouer le jeu. Vous avez aussi accepté de jouer le jeu. Est-ce que d'une certaine façon, vous n'êtes pas aussi complice d'une situation que vous contestez aujourd'hui? Nous ne sommes pas complices. Je vais te répondre. C'est plutôt ceux qui ont déclaré sur tous les toits qu'il ne fallait pas aller au scrutin qui sont complices. Nous ne sommes pas complices. Sérieusement? Si nous refusons
d'aller à ce scrutin, ils iront, n'est-ce pas? Le pouvoir. Le pouvoir. Eric, ils iront ou pas? Bon, je ne sais pas, la probabilité sera forte. Ils iront au scrutin. Nous avons tellement l'expérience que nous ne voulons plus faire la politique de la chaise vide. Nous irons autant que possible. S'il fallait reprendre encore l'expérience et mon parti me demande conseil, je vais recommander au parti de reprendre cette expérience-là, d'aller encore au scrutin. C'est une belle expérience. Nous ne regrettons rien. Plutôt, ceux-là qui disent qu'il ne fallait pas participer à ce scrutin, c'est eux qui ont été complices. Ils ont été complices de manière qu'ils sont allés même signer un pacte avec le diable. Mais on se rappelle que... Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Je voudrais vous dire que ceux-là qui ont même travaillé à la CENI pour le compte du pouvoir, ils ont participé à l'organisation de la fraude pour le compte du pouvoir. À la CENI, je dis. Ils ont participé à l'organisation de la fraude dans les CELI. Ça, ce sont même dans les bureaux de vote. C'est plutôt ceux-là qui sont complices. Nous ne regrettons rien. Je dis, s'il faut reprendre cette expérience, elle doit être faite. Mais on se rappelle de la phrase, pas de réforme, pas d'élection. Mais juste après, le discours a changé. Non, plutôt, pas marché? Non, vous faites la confusion. Vous faites la confusion. C'est avant le scrutin législatif que nous nous sommes entendus avec nos partenaires. Je veux parler en son temps de la coalition Arc-en-Ciel, qu'il fallait qu'on s'entende et exiger que le pouvoir fasse les réformes avant le scrutin. C'est avant les législatives. Mais vous vous rappelez... Non, après législative, le même discours a été... Jamais, pas l'ANC. Mais nous avons quand même les images. Non, oui, allez fouiller. Je suis très bien la ligne politique de mon parti. Même dans le sommeil, tu m'appelles, je réponds. Allez fouiller, vous ne verrez nulle part un responsable de l'ANC après les législatives dire sans réforme, pas de scrutin. Jamais. On l'avait dit avant le scrutin législatif. Et avec nos partenaires, avec nos partenaires, la coalition Arc-en-Ciel. En son temps. Ça ne vous engage pas? En quoi ça nous engage? En quoi ça nous engage? Avant les législatives, ça nous engageait parce que c'est ensemble qu'on avait décidé de ça. Mais par la suite, ils nous ont dribblés. Et bon, ça c'est encore une autre paire de manches. Eux aussi vous ont dribblé? Bon, ok, voilà ce que je voudrais répondre par rapport à ça. On n'a rien à perdre, on n'a rien à regretter. S'il fallait refaire l'expérience, on le fera. Vous n'avez aucune responsabilité finalement dans cet échec-là, si on peut le considérer ainsi. Vous pensez avoir tout fait et que c'est les autres qui ont mal fait. C'est pour ça que vous êtes dans cette situation aujourd'hui. Vous n'avez rien fait qui aussi a contribué à ce que nous vivons toujours la même situation. C'est-à-dire que, qu'il n'y ait pas d'alternance. Mais qu'est-ce que nous aurions pu faire de mieux que ce que nous avons fait? Qu'est-ce que nous aurions, l'ANC, qui n'est pas au pouvoir, qui se débrouille en son sein, qui se débrouille pour avoir les moyens financiers, qu'est-ce que nous aurions pu faire avec tout ce que nous avons fait depuis quand on était à l'UFC pour les réformes? Qu'est-ce que nous pouvons faire de mieux? Lorsqu'un pouvoir autocratique refuse de faire les réformes, parce qu'en faisant les réformes, les conditions seront améliorées et les lois seront déverrouillées et faciliteront et empêcheront les fraudes. Qu'est-ce que nous pourrions faire de mieux? Je n'ai rien à me reprocher, monsieur Eric. Je n'ai rien à me reprocher. Nous sommes restés honnêtes, nous sommes restés humbles, nous sommes restés ouverts. Est-ce que justement, en disant que vous n'avez rien à vous reprocher, est-ce que franchement ça fait preuve d'humilité, d'honnêteté? Vous savez, nous on est partis de loin. On dit que dans toute œuvre humaine, il y a l'imperfection. Bien sûr, mais là vous nous dites que vous ne regrettez rien, que vous n'avez rien fait de mal et que aucune responsabilité n'est engagée. En matière politique, je dis non. En matière politique, je dis non. Qu'est-ce que, dites-moi, peut-être que j'ai oublié, rappelez-moi que nous aurions politiquement posé tel acte. J'ai répondu à vos préoccupations. Qu'il fallait accepter la candidature de Faure Gnassingbé. Ah mais non,
Ce n'est pas à nous de désigner un candidat à notre adversaire. Non. Voilà, on se rappelle également que avant la présidentielle, vous avez demandé aussi à vos sympathisants, à vos partisans de mobiliser des fonds pour vous accompagner dans, si on peut dire, dans le stockage ou bien dans le suivi des résultats au niveau des bureaux de vote. Où en sommes-nous aujourd'hui avec ces fonds? Est-ce que les comptes ont été finalement ou bien seront faits un jour? Non, non, au fait, ce que je sais, jusqu'à la semaine dernière, et on en avait discuté, et le parti se prépare pour faire le point de cette collecte. Puisque les fournisseurs, on est en train de terminer les derniers fournisseurs, ce qu'il fallait payer à chacun. Et dès que c'est fait, je crois que le pays va informer la population de ce qu'il a pu réunir et dans les conditions-là. La presse a fait récemment état d'un scandale justement lié à ces fonds que vous avez mobilisés pour le scrutin dernier, que le partage de cet argent en votre sein crée des soucis graves au point où il y a des rivalités. Est-ce que c'est réel? Partage dans quel sens? Partage. On partage l'argent? La répartition au niveau de chaque département. Non. Au fait, ça ne se fait pas comme ça. Les fonds viennent au niveau de la caisse, c'est la trésorerie générale qui gère les fonds et fait le dispatching en cas de besoin, c'est tout. Ce n'est pas un département, non, ça ne se fait pas. Il n'y a aucun problème aujourd'hui lié à ça. On n'en a même fonds. pas discuté, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de problème lié à la gestion de ces questions du tout. de finances. Peut-être c'est les journalistes qui créent des problèmes. Imagine des idées pour comprendre ce qui se passe. Alors, avant d'aborder l'autre aspect de ce débat, vous êtes toujours au niveau de la CENI. Quelle est votre situation? Parce que nous avons appris entre-temps que l'accès aux locaux de la CENI vous a été refusé à vous et à vos autres collègues de l'opposition, beaucoup plus de l'ANC. Voilà encore une autre fait de manche. Quelle est la situation? Vous êtes déjà retourné, vous avez besoin de vos excuses, parce que c'était ça la condition posée par le président avant que vous ne reveniez. Est-ce que c'est la loi qui demande de poser des excuses? Non, soyons sérieux. Monsieur Eric, vous savez, voilà un exemple de la gestion de ce pays-là. Les compatriotes de UNIR pensent que les institutions du Togo sont leur propriété. Les compatriotes de UNIR pensent que les institutions, la CENI par exemple, les collègues pensent que c'est leur propriété. On peut accepter que les autres soient là lorsqu'on accepte le faux qu'ils font. Quand vous n'acceptez pas le faux, on peut vous mettre dehors quand on veut. Ouais, mais c'est si grave que le législateur a prévu qu'une telle situation peut se passer lorsque, en matière électorale, il peut y avoir des fraudes et que des gens aient le courage de contester, de refuser qu'il y ait des fraudes, qui peut avoir des problèmes. C'est pourquoi le législateur a prévu, au niveau de l'article 17, je crois bien, l'article 17 du Code électoral dit ceci, je lis, les membres de la CENI ne peuvent être poursuivis, recherchés, arrêtés, détenus ou jugés pour des opinions émises ou des actes commis dans l'exercice de leurs fonctions. On ne peut plus être clair. On est dans le contexte. On est dans le contexte. Nous étions à la CENI. Il y a des fraudes. Nous contestons les fraudes et on nous met dehors. Aujourd'hui, c'est le 27. Demain, 28, ça fera exactement 2 mois que nous sommes dehors. Même avec nos chauffeurs. La semaine dernière, les chauffeurs ont voulu même manifester. Parce qu'ils se disent, mais si nos patrons sont mis dehors, mais nous chauffeurs, nous avons signé de contrat avec la CENI. Pourquoi on ne veut pas nous payer? Si on ne peut pas nos patrons, pourquoi on ne veut pas nous payer nous autres aussi chauffeurs? Vous n'êtes pas payés ainsi que vos chauffeurs? Oui. On est là. Vous voyez, ils n'ont aucun pouvoir. La loi l'a prévu. Et on nous empêche de rentrer, d'avoir même accès à la cour de la CENI. C'est dommage. Vous avez quel moyen de recours aujourd'hui sur cette question? Non. Au fait, vous savez, nous observons. J'ai dit tantôt que nous observons. Ça exprime, mais si au niveau de la CENI, on prend un tel culot,
qu'en est-il de la présidence de la République? Et, pis encore, les gens ont encore l'outrecuidance de nous demander de nous excuser. Après avoir triché en faveur du pouvoir, après avoir volé en faveur du pouvoir. On va pas être dans l'excès ce soir. Oui, s'il vous plaît. C'est que on va pas être dans l'excès. Le thème là, oui. C'est si important que, vous voyez, lorsque des gens prennent les institutions comme leur propriété, sans aucun test ne vous demande de poser un tel acte. Vous posez l'acte sans être effarouché. Alors, avant d'aborder un autre sujet ou la seconde partie du magazine, je voudrais avoir votre avis sur l'orientation politique qu'il faudra donner finalement à ce pays après ce scrutin. On va considérer que le scrutin est déjà derrière. C'est vrai que vous êtes parti politique, il faudra mener des activités politiques. Mais comment est-ce que vous pensez qu'on pourra orienter le Togo aujourd'hui politiquement? Parce qu'il y a des questions liées à la réforme ou aux réformes politiques institutionnelles qui finalement, depuis plusieurs années, semblent faire bouger à peu près la vie politique au Togo. Comment vous analysez l'orientation politique du Togo après ce scrutin? Vous savez, nous avons tellement fait de réflexions en ce sens que ces réflexions ont été versées dans le cadre des réformes. Aujourd'hui, vous l'avez dit, le système est bloqué. C'est-à-dire que, tel que nous vivons aujourd'hui là, tant qu'il n'y aura pas de réforme et que ce pouvoir RPT unir qui va organiser les élections, si le pouvoir RPT unir ne dit pas Monsieur Eric Gator, vous pouvez occuper tel fauteuil, vous ne occuperez jamais le fauteuil. C'est-à-dire, même si les populations vous désignent sur la base d'un scrutin, vous n'occuperez jamais le poste. C'est-à-dire, j'explique comment le système est verrouillé partout. Maintenant, notre démarche, c'est d'amener le pouvoir à faire les réformes. Mais depuis 2006, nous en sommes là. Depuis 2006, nous en sommes là. Comment allez-vous amener le pouvoir à ces réformes si vous restez toujours à l'écart? C'est une question traditionnelle qu'on vous pose et vous avez des réponses, on le sait. Ce que je dis. Mais est-ce qu'il ne faut pas un jour faire le pas pour finalement amener les autres pouvoirs à faire ces réformes pour que tout le monde soit à l'aise finalement? Peut-être je veux comprendre. Hein. Je veux comprendre, monsieur Eric. De quel pas parlez-vous? Peut-être que c'est moi qui comprends un peu mal. De quel pas parlez-vous? L'opinion vous reproche d'une certaine façon le radicalisme. C'est-à-dire? Le refus systématique, si vous voulez. De quoi? On refuse quoi? Vous l'avez dit tout à l'heure en début d'émission. Dites-moi, on refuse quoi? Vous avez dit tout à l'heure en début d'émission que ça va être difficile de collaborer avec vos adversaires en face. Mais là, aujourd'hui, il s'agit de dénouer une situation. Dites-nous, est-ce qu'aujourd'hui, il ne serait pas aussi bien de mettre un peu d'eau dans votre vin, s'il faut le dire ainsi? Est-ce que nous avons même du vin? Vous pouvez y mettre de l'eau? Mais l'expérience du cas est là quand même. Hein. Cette expérience, elle est édifiante. Le cas était au gouvernement. Vous pouvez tirer le son de cela. C'était pour une mission précise aussi. Et la mission, elle a été exécutée. Les objectifs sont-ils atteints? Il me semble que non, les réformes sont là. Le scrutin aussi. Les réformes, non. Le plus important, c'est les réformes. Les objectifs ne sont pas atteints pour ce gouvernement de l'Union nationale du CAR. Quand on interroge les partisans du CAR, la responsabilité était quand même que toute l'opposition participe à un gouvernement. Non. Et l'UFC, dans le cas dont vous aviez refusé d'aller à ce gouvernement. On a refusé. Donc la difficulté, forcément, pour remettre Yaovi Abouima en ce moment, de pouvoir amener le bateau à bord. Ça, c'est encore un autre débat. Hein. Vous voulez qu'on y revienne? Peut-être pas. Vous voulez qu'on y revienne? C'est quelle difficulté? Vous savez, mais il faut qu'on le dise. Je voulais juste avoir votre avis sur l'orientation politique qu'il faudra avoir. Il faut qu'on en parle certainement. Mais je voudrais dire ceci. Vous savez, en matière politique, peut-être c'est ça qui nous crée des problèmes dans ce pays, sans rendre compte. Lorsque vous êtes un parti politique, il faut faire l'effort de se connaître, de connaître son poids. Nous, en son temps, nous étions à l'UFC. Si nous étions au gouvernement, à la tête de ce gouvernement d'union nationale, nous allons réaliser
ces réformes-là. Parce que nous avions les moyens. Nous avions les moyens politiques. Seul? Posez-moi la question de quels moyens s'agit-il? Bien sûr, la population. Nous avions les moyens politiques. Pourquoi est-ce qu'il faut toujours se considérer comme seul? Ce n'est pas une affaire de seul. Mais c'est ce que vous Je me venez de rappelle dire. en France, C'est ce que vous venez de dire. et je vous attendez. En France, je me rappelle, j'oublie un peu le nom de ce Premier ministre-là, qui devait être nommé. Et parce que il a compris qu'il n'avait pas une base, il a refusé d'occuper ce fauteuil. Si nous étions nommés en son temps, parce que nous avons les moyens politiques, nous avions les populations avec nous, nous aurions réalisé ces réformes-là. Mais les gens sont allés, ils n'ont pas pu réaliser. Les objectifs ne sont pas atteints. L'exemple du cas est là. Mais l'UFC d'aujourd'hui, elle a fait l'expérience du participationnisme. L'UFC, s'il vous plaît, l'UFC a fait cet exemple-là. Et où en sont-ils aujourd'hui? Mais il y a certains observateurs qui estiment aujourd'hui qu'aujourd'hui... Il faut qu'on finisse avec cette expérience-là. Vous dites qu'il faut faire le pas. Et je vous dis que des gens ont fait l'expérience. Où en sont-ils? Cela veut dire qu'il faut tirer les conclusions qu'on ne peut pas collaborer avec ces gens-là, qui ne pensent qu'à eux, n'en déplaise. Est-ce que là-dedans, lorsqu'on prend le mot collaborer, est-ce que forcément ça ne nous renvoie pas au fait que lorsqu'on décide de collaborer avec, par exemple, le pouvoir, cela veut dire aller au mangeoire, comme on le dit entre guillemets. Collaborer, peut-être ça veut dire aussi apporter des idées nouvelles pour essayer d'améliorer les choses. Ouais. C'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Alors, de quoi moi je parle? Nous parlons du management de la cité, la gestion de la cité. C'est de ça que je parle. Quand vous voulez être honnête, avec l'expérience que moi j'ai vécue à la CENI, j'étais ouvert, très honnête, humble, mais pourtant, plutôt les gens nous prennent pour des gens qu'on peut... Quel Togo souhaitez-vous désormais, après ce scrutin, pour ce mandat de Fornia Singbe? Je n'espère rien, je n'attends rien de ce pouvoir. Je n'attends rien de ce pouvoir. La situation ira s'empirant. La situation va s'empirer. Vous allez voir tout à l'heure. Sur quel plan? Vous allez au niveau de la gouvernance politique et puis encore au niveau de la gouvernance économique. Mais on va en parler tout à l'heure. Au niveau même de la gouvernance économique, la situation politique même va s'empirer les jours à venir. Vous vous préparez pour ça? Préparer dans quel sens? Mais quand vous dites, c'est vous qui contestez le pouvoir. Bien sûr. Alors quand vous nous apprenez ce soir que la situation politique... Mais puisque les gens n'ont pas fait les réformes, ça veut dire que vous allez opposer une résistance. Mais nous allons résister, nous allons nous organiser. Vous mijotez? Quoi? Qu'est-ce que vous mijotez? Dans quel sens? Nous allons poser des actes conformément à la Constitution. Nous sommes un parti républicain. Nous allons poser des actes selon les normes républicaines. C'est de ça qu'il s'agit. Et voilà, aujourd'hui, quels sont les signaux qui vous laissent croire que la situation va s'empirer? Quels sont les signaux? Puisqu'aujourd'hui, on n'arrive pas à toucher du doigt si vraiment la situation va s'empirer. Ben, bon, c'est très simple. Hein. Le signal numéro 1, les réformes ne sont pas réalisées. Comment veut-on gouverner le pays? Comment veut-on gouverner le pays? Les réformes ne sont pas réalisées. Comment veut-on gouverner le pays? C'est de ça qu'il s'agit. Et la malgestion des finances publiques du pays. La malgestion des finances publiques du pays. On ne rend jamais compte de ce qui se passe, de comment on gère le pays. On va revenir sur cette question économique et on vous demandera si vos députés ça qui sont de au Parlement, vos députés qui sont au Parlement, si ils ont cherché à interpeller le gouvernement sur le sujet. On va y revenir tout à l'heure. On va aborder la seconde partie justement pour évoquer la gouvernance sociale et économique. D'abord, la question du droit de l'homme revient de nouveau sur le tapis avec la fermeture, vous le savez, du bureau de Lomé, du HCDH. La nouvelle a été officialisée mardi dernier au cours d'une conférence de presse, une conférence de clôture des activités à Lomé, je veux dire. Avant de revenir sur les commentaires, je nous propose de suivre ce reportage. En 2006, l'État togolais, suite aux événements tragiques au lendemain de l'élection présidentielle de 2005, avait exprimé sa volonté de bâtir un Togo nouveau où le respect des valeurs et de la dignité humaine ne serait plus un vain mot. Une volonté nationalisée par la signature d'un accord de siège en juillet 2006
et qui créait à Lomé un bureau du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Et pendant 9 ans, l'institution sera au cœur des vastes chantiers de réforme en matière des droits de l'homme. Nous avons aidé à changer un peu la situation par rapport aux violences liées au processus électoral. Et je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, après 4 élections que nous avons assisté à faire le travail de promotion des non-violences et respect des droits de l'homme, cette dernière élection, nos observateurs, 800 observateurs sur le terrain, nous a ramené le rapport qui nous montrait que vraiment le taux de violence et violation des droits de l'homme a vraiment baissé presque à 0. À l'évaluation de la situation actuelle des droits de l'homme, l'on peut véritablement estimer que les efforts consentis ont porté leurs fruits. Le Togo a nettement amélioré son image et l'on en veut pour preuve les nombreux outils adoptés et mis en œuvre au plan national et international. La création de la CVJR et l'important travail qu'elle a accompli sont des gages suffisants de la mesure prise par les plus hautes autorités du Togo en matière de la protection des droits de l'homme dans notre pays. Des avancées notables sont notées dans l'adoption d'instruments juridiques de promotion et de protection des droits de l'homme au Togo. On peut citer entre autres la loi de ratification du protocole facultatif à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. La loi portant code de l'enfant. Des progrès qui ont été possibles grâce à la détermination de la société civile et surtout des partenaires onusiens dont l'apport et le soutien sont inestimables. À quelques jours de la fermeture définitive des bureaux du HCDH au Togo, les activistes des droits de l'homme mettent le cap sur l'avenir et relèvent certaines préoccupations laissées en suspens. Le renforcement des capacités de la Commission nationale des droits de l'homme et aussi l'adoption du code pénal qui est déjà en bonne voie vont être au moins 2 démarches très importantes pour que le Togo continue à améliorer la situation des droits. Le code pénal est important pour l'administration de la justice. Tout compte fait, le passage du HCDH au Togo aura été un acquis pour les droits de l'homme. Alors, Edema Tanchi, le HCDH ferme ses bureaux dans 2 jours exactement. Vous, en tant que leader politique, est-ce que ça vous inquiète? Ou ça vous dit rien du tout? Inquiété. Je ne sais pas. Parce que... On parle des droits de l'homme, vous ne savez pas? Oui, par rapport à la mission du HCDH. Oui. Ils viennent de faire 9 ans dans le pays. Ils sont arrivés, je crois, en 2006, c'est ça? Oui. Après, 2006. En 2006. Après les tueries de 2005. Qu'est-ce que le HCDH a pu faire? Non, moi, ce qui m'a déçu, c'est de toutes les manières, ils vont publier un rapport sur leurs activités. Je n'ai pas encore accès à ce rapport-là, mais en tant qu'acteur politique et observateur, le HCDH au Togo pouvait mieux faire. C'est-à-dire? C'est-à-dire que, vous savez, à un moment donné, il y a eu trop de complicité de la représentante résidente au Togo avec les membres du gouvernement. Complicité en quel sens? Complicité. Vous savez, une institution du genre, une institution des Nations Unies, qui est arrivée au Togo sur nos demandes, nous l'avions demandé, après le rapport Doudou Dieng. Et l'institution pouvait mieux faire.
Ouais, il y a eu plusieurs situations. Vous vous rappelez, je prends ce qui s'est passé récemment. Les problèmes, les incendies des marchés de Lomé et de Kala. Les collègues sont encore en prison. Des collègues de l'ANC sont encore en prison. Je peux citer tout de suite celui-là que vous connaissez, le député Manti, est encore en prison. Sans rien faire. Mais le rôle du HCDH, Il y a eu c'est de faire des plusieurs choses. recommandations. Vous Et des dites, recommandations ont été faites dans ce sens. les recommandations, de quelles recommandations? De la CVJR. Vous vous rappelez depuis quand la CVJR a clôturé? Quel est le lobbying? Quel est le lobbying que le HCDH a pu faire pour la mise en œuvre des recommandations de la CVJR? Quel est le lobbying? On a vu quand même beaucoup d'organisations de défense des droits de l'homme qui sont un petit peu satisfaites du travail au niveau du bureau du HCDH à Lomé. Je ne veux pas aller dans les détails, mais je dis globalement, cette institution pouvait mieux faire. Elle pouvait mieux faire en matière de droits de l'homme dans ce pays. Quel est votre avis sur la situation des droits de l'homme au Togo? Le cas de la torture a été souvent évoqué. Le gouvernement, cette semaine, ou avec le Parlement, il y a une commission qui est en place qui travaille sur la question dans l'incrimination de la torture dans le code pénal. C'est quand même une avancée, non, qui est en train d'être faite. Ce truc-là devait être fait depuis au moins 5 ans. Ce projet est déposé depuis quand? La réflexion est faite depuis quand? Et c'est après 10 ans, après 9 ans, est-ce que ça va même sortir de l'Assemblée nationale? Nous ne sommes pas quand même des dupes. Il vaut mieux tard que jamais, non? Mais attendons de voir. Attendons de voir. Vous savez, lorsque dans ce pays, le doute existe sur la gestion de la justice, avec tous les milliards qui ont été investis dans cette justice. Moi, j'ai fait la prison une fois. J'ai fait la prison une fois. Pour vos opinions politiques? Pour mes opinions politiques. J'ai fait 1 an en prison, ici à Lomé, pour mes opinions politiques. J'ai dormi donc dans les conditions que vous connaissez. Aujourd'hui encore, allez voir ce qui se passe à la prison civile de Lomé. Comment les prisonniers dorment. J'ai vécu une telle expérience. Et on veut me dire que la situation des droits de l'homme s'est améliorée. Allez en prison, vous êtes, monsieur Eric, on ne peut jamais souhaiter le mal à son prochain. Je vous assure que les 5 premiers jours, quand moi je suis arrivé à la prison civile de Lomé, si il n'y avait pas une assistante à ma personne, ce qui est sûr que je ne ferai pas le 7e jour, le 6e, le 7e jour, je ne serai pas en vie. Parce que la salle dans laquelle nous dormions, soit vous restez debout contre le mur, au moment où celui qui est dans votre lignée se couche à même le sol, et le temps de vous remplacer le moment venu. Les gens ont fait ça toute leur vie là-bas à la prison civile de Lomé. Ça aussi, c'est les droits de l'homme. La situation là a-t-elle été améliorée? Depuis toujours, elle est là. Qu'est-ce que le HCDH a pu faire dans ce sens? Est-ce que vous y êtes retourné 1 an après votre... Je n'ai pas besoin d'être là, mais les gens y vont. Les gens y vont, les rapports sont là. Allez voir les rapports. Faites, vous, en tant que journaliste aussi, demandez, faites la demande et visitez la prison civile de Lomé. Bon, on a écouté des prisonniers lors de la journée des détenus qui disent qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui est fait à leur niveau pour le mettre un peu dans le bain des choses. Il y a quelque chose qui est fait pour améliorer leurs conditions de détention. Moi, je suis Saint-Thomas, je veux voir. Je veux voir. Et le cas des journalistes est là. Vous avez un de vos collègues qui est chippé la dernière fois dans la rue. Il se retrouve dans la prison civile. Dans un seul mot, après 9 ans d'existence du HCDH au Togo... Je demeure dubitatif. Le HCDH pouvait mieux faire. Parce qu'il avait les moyens.
Alors, la remarque et le constat souvent, c'est que vous, les politiques, on vous voit très peu sur ces questions de droits de l'homme, de la justice de notre pays. Et la plupart du temps, vous intervenez que des sujets liés à la politique et au fauteuil qu'occupe aujourd'hui Faure Gnassingbé. On a comme l'impression finalement que c'est ça votre obsession. Est-ce que nous nous trompons? Le fauteuil du président de la République n'est pas la propriété de Faure Gnassingbé, à ce que je sache. Tout le monde peut occuper le fauteuil. Mais faites attention. Peut-être pas à l'ANC. Parce que, en matière de violation des droits de l'homme, dans le cadre politique, que le pouvoir là a toujours fait, c'est là l'endroit des militants de l'ANC, hier de l'UFC. Si nous devons parler de mort, si nous devons parler de prisonniers politiques, c'est les militants de l'ANC. C'est les militants de l'ANC. Vous ne pouvez pas nous dire, et nous avons un secrétariat national chargé des droits de l'homme, qui avait occupé feu l'ensemble Blaise. On a un secrétariat national aux droits de l'homme. Cela veut dire que les droits de l'homme nous intéressent. Et on ne peut pas dire que l'ANC, notre parti, ne s'occupe pas des droits de l'homme. Nous sommes toujours devant. Nous avons toujours été devant lorsqu'il s'agit de la violation des droits de l'homme dans ce pays. Et dites-nous, je vais vous rappeler que les gens ont toujours dit, les populations ont toujours dit, ANCA, une partie, qui est à Ponemi, mais ANC Mlewa, donc, nous avions toujours défendu les droits de l'homme. Bien. Évoquons maintenant la question de la gouvernance économique. Politique, maintenant économie, avec beaucoup plus le partage équitable des richesses de la nation. Ce sujet revient constamment depuis un bon bout de temps pour une simple raison. Aujourd'hui, quand on lit les courbes nous renseignent que sur le plan macroéconomique, le Togo est en train de faire un excellent travail en termes de niveau de vie d'une façon globale. La croissance, le taux de croissance est élevé, dans l'ordre de 6%. Ça vous fait rire quand on évoque le sujet comme cela? Ça me fait rire. Vous savez, il est facile de le dire tel que vous l'exprimez. Il est facile de duper les populations. Vous savez, en juin passé, sinon en février-mars, le représentant résident du Fonds monétaire international a quitté le Togo. Est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir pourquoi ce représentant a quitté le Togo? Le représentant résident du Fonds monétaire international a quitté le Togo entre février et mars 2015 à cause de la malgestion des finances publiques. De la malgestion des finances publiques. Ça, c'est vous qui le dites ou c'est ce que le bureau du FMI a dit? Ben, c'est publié dans son rapport. C'est publié dans son rapport de juin 2015. Le représentant résident du FMI, M. Warner Keller, a quitté le Togo et l'explication qu'on en a donnée, c'est qu'il y a mauvaise gestion des finances publiques et ce représentant ne veut pas avoir une part de cette mauvaise gestion et il a préféré s'en aller. Vous savez que ce n'est pas lui qui décide de partir. C'est pas lui qui décide. Je suis d'accord. Pas lui qui décide. Mais il ne faut pas tromper aussi le peuple. Et savez-vous qu'aujourd'hui, les dettes, vous voyez, la dernière fois, on nous a cette histoire de PPT, là, on appelait ça. Les dettes qu'on avait vis-à-vis de la communauté internationale, la décision a été prise pour que cette dette soit mise de côté. Mais aujourd'hui, au niveau des pays de l'UEMOA, la situation du Togo est si importante que tout le monde se plaint dans la sous-région. La dette du Togo a évolué et ça inquiète. Je vais vous dire ceci. Quand on vous écoute, on a comme l'impression que la situation économique du Togo est assez alarmiste. Elle est alarmiste.
Le rapport... Attendez. C'est parce que les chiffres disent. Non, mais écoutez, la situation est alarmiste à tel point que... Je vais vous donner quelques chiffres, vous allez voir. Et ce rapport dit que la dette intérieure que le Togo prouve que le Togo... Non, je dis, le tableau de la dette, ce que j'ai sur la table là, indique que le Togo reste le pays où cette dette est et sera le plus élevé jusqu'en 2019. Ça implique quoi? Mais au moment où, en 2015, nous sommes en 2015, le Togo aura une dette qui va atteindre les 31,1%. Au moment où le Sénégal est à 15%, le Togo est à 31,1%, la Côte d'Ivoire est à 12%, le Togo est à 30%. C'est si alarmant. À tel point qu'on a peur même qu'il y ait cessation de paiement au niveau des fonctionnaires. Si on ne prend pas garde. Le Togo va vivre une récession. Mais il faut faire très attention. Je vous demande d'aller lire ce rapport-là. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Vous savez que aujourd'hui, la construction des routes, on a laissé la latitude aux entreprises d'aller chercher des fonds à crédit au niveau des banques. Et les intérêts de ces fonds-là sont si élevés que le contrôle n'est pas maîtrisé avec ces histoires de, comment vous appelez ça, les 10%, les 15%, tout ça là. Et le Togo a pris l'engagement de payer régulièrement ces dettes-là à ces banques. Ce que quand vous prenez même le budget 2015, il est prévu que le Togo doit payer jusqu'à 16% des dettes au niveau du budget. Alors, si la situation telle que vous le dites est si alarmante, pourquoi est-ce que vos représentants au Parlement n'interpellent pas régulièrement le gouvernement sur cette question? Allez demander aux députés, ils vont vous dire comment ça se passe. Allez demander combien de questions sont sur la table de l'Assemblée nationale, du bureau de l'Assemblée nationale. Ils sont tous, les membres du bureau de l'Assemblée nationale sont tous unis. C'est parce que vous avez refusé. C'est parce que vous avez refusé. Non, on encore cela à mémoire. Lorsque vous avez refusé de faire partie du bureau, parce que vous voulez aussi des postes que vous n'avez pas eu, donc vous avez préféré rester à l'écart complètement. Mais est-ce que c'est ça qui doit empêcher un bureau de faire passer des questions au gouvernement? Non, vous avez dit le bureau est unir. Mais c'est ce que je dis. Je rappelle juste à notre téléspectateur que, parce qu'à un moment donné, vous aviez refusé aussi de faire partie de ce bureau-là, parce que vous n'aviez pas eu des postes que vous voulez. J'attire notre attention sur le fait qu'ils sont unis. Et au final, c'est eux qui décident. Mais cela ne veut pas dire, en matière de gouvernance économique, que lorsqu'il y a des questions au gouvernement, le bureau ne puisse faire passer ces questions. Allez demander des dizaines de questions qui existent sur la table du bureau de l'Assemblée nationale. Des questions adressées au gouvernement. Que le bureau de l'Assemblée ne fait pas passer. Posez-le la question, M. Gato. Vous êtes journaliste. Allez et vérifiez. Allez fouiller. L'actuel Premier ministre peut répondre de ça. Posez-lui la question. C'est l'homme Classou. C'est l'homme Classou. Il fut vice-président de l'Assemblée nationale. Donc, je vous dis que... et récemment, ils ont donné l'ordre au niveau de la BCEAO qu'on ne paie plus ce que le Togo doit aux banques dans le cadre de ces préfinancements des activités des TP. Sinon, si les choses évoluent dans ce sens-là, le pouvoir ne pourra même plus payer. Le pouvoir sera en cessation de paiement des salaires. Ça vous inquiète aujourd'hui? Ah ben, on verra comment ça va se passer. C'est si sérieux. C'est si sérieux. Vous donne l'impression que si le gouvernement est en difficulté, ça vous renforce, vous, dans votre position? Comment ça à me renforcer si le gouvernement est appelé à régler les problèmes sociaux? En quoi ça va me renforcer? Cela ne fait que prouver à suffisance que c'est un gouvernement incapable de gouverner ce pays pour son développement. Avec tout ce qui se passe au niveau des sociétés d'État, les banques, le port, la Caisse nationale de sécurité sociale, ainsi de suite. Les détournements qui sont opérés par les uns et les autres. Dans l'impunité totale, ça va aboutir à quoi?
Mais lorsqu'on regarde un peu les indicateurs actuels, on n'arrive pas à déceler cette image-là que vous laissez croire. En matière de statistiques au Togo, moi je demeure toujours dubitatif. Et après, nous avons vu ce qui s'est passé au niveau du recensement des populations dans ce pays. Les gens ont manipulé même les chiffres de recensement de la population. Des intellectuels togolais ont manipulé même les chiffres du recensement de la population. Vous avez des chiffres contraires? Bien sûr. Si vous voulez, approchez-vous de moi, nous allons vous donner des informations. Comment ils ont pu manipuler, même dans Lomé. Comment ils ont manipulé les chiffres dans Lomé. On est combien finalement au Togo? Environ 6 millions, je crois. Ben, c'est ce que le recensement a dit. Mais je dis qu'il y a des choses. Mais approchez-vous. Et c'est à quel niveau les chiffres ont été manipulés? Bon, je donne un exemple. Vous savez, il y a eu ce qu'on appelle la publication provisoire des résultats sur le recensement. Et quand vous rapprochez la publication de ces chiffres par rapport aux chiffres définitifs, on constate qu'il y a manipulation des chiffres. Vous êtes géographe, démographe? Je suis géographe, aménagiste. Vous savez de quoi vous parlez? Je sais de quoi je parle. Il y a manipulation des chiffres. Et Non seulement à Lomé, et dans quel mais intérêt? Dans quel intérêt peut-on manipuler les chiffres? dans l'intérêt électoraliste. Parce que cela a des faits sur le recensement électoral. Cela a des faits sur le recensement électoral. C'est si important. Lorsque des intellectuels se permettent de manipuler les chiffres, dans des intérêts inavoués, comment vous voulez que j'ai confiance à des statistiques économiques produites par les compatriotes? Ça pose problème. Ça pose problème. D'accord. Edem Atanti, merci beaucoup pour la lecture, votre lecture sur l'actualité politique nationale. On va aborder l'actualité internationale avec l'immigration et la responsabilité de l'Europe. La colère, on l'a tous suivi, la colère du Premier ministre italien, Matteo Renzi, au cours du sommet européen à Bruxelles cette semaine. Matteo Renzi a demandé à ses partenaires européens de prendre en charge 40 000 demandeurs d'asile arrivés récemment en Grèce et en Italie. Je vous propose d'abord de suivre ce reportage. Ce n'est plus un scoop, mais ces images continuent de faire le tour de l'Europe. Celles-ci sont italiennes. 200 migrants secourus il y a quelques heures en Méditerranée. Celles-là sont allemandes. 600 migrants sauvés puis conduits au port de Reggio de Calabre. Ces images hantent le sommet de Bruxelles et en particulier Matteo Renzi. Pourtant, le président du Conseil italien avait retrouvé le sourire à son arrivée ce matin. Les dernières discussions laissent entrevoir un accord pour accueillir 40 000 demandeurs d'asile sur le continent européen. Je pense qu'il reste encore beaucoup à faire sur cette question des migrants. Nous avons fait un petit pas. Ce n'est pas encore une étape décisive, ce n'est pas encore une étape finale. Mais c'est un pas en avant et j'en suis satisfait. Suffisamment en tout cas pour que Matteo Renzi apparaisse détendu. Mais la nuit dernière, c'est sous sa pression et sous sa colère que ce petit pas a pu être réalisé. L'idée des quotas abandonnés, le chef du gouvernement italien a exigé que l'Europe s'engage au moins sur le nombre de migrants à accueillir. Un engagement pris au milieu de la nuit. L'Union européenne devra faire en sorte que 40 000 personnes soient relocalisées et que 20 000 personnes soient réinstallées. Que nous le fassions par une voie obligatoire ou volontaire m'importe très peu. C'est tout l'objet des dernières heures de discussions à venir. L'Italie attend de ses voisins des engagements chiffrés et crédibles pour être significatifs sur la base du volontariat, à défaut d'être obligatoires. Depuis le début de l'année, 100 000 migrants sont arrivés en Europe clandestinement. Plus de la moitié sont entrés en Italie. Alors, la question de l'immigration aujourd'hui, Edem Atanti, est-ce que c'est de la responsabilité exclusive de l'Europe? Parce qu'on voit que depuis que cette affaire a refait surface véritablement, il n'y a que l'Europe qui réfléchit tous les jours et que les pays africains, l'Union africaine qui est concernée, ne bouge presque même pas les doigts. La responsabilité, elle est partagée. Et la responsabilité, elle est plus africaine qu'européenne ou américaine. Lorsque on veut rester ad vitam aeternam au pouvoir. On revient encore à ça? Oui, c'est si important. Mais puisque c'est l'origine. Mais l'immigration ne concerne pas forcément l'Afrique seulement.
Il y a également l'Irak, il y a également les pays en conflit justement au niveau de l'Europe de l'Est qui également sont concernés par le sujet. Je prends mon cas, je prends le cas du Togo, je prends le cas des pays de l'Afrique de l'Ouest. Lorsque dans un pays, vous savez, quand je ne suis pas resté longtemps en Europe, mais ce que moi je vois en Europe lorsque j'y vais, c'est pourquoi on devait tirer les leçons. Et c'est par rapport à ça que moi je pose la question de savoir, lorsque nos gouvernants vont en Europe, lorsqu'ils voyagent, quelles leçons tirent-ils du développement, du rapprochement du développement européen et du développement de nos États? Ça m'amène même à se dire, est-ce que nous arrivons à avoir une définition sur le concept développement? Est-ce que nous avions dans notre tête, dans nos Congolos là, est-ce que nous avons une définition sur la notion du développement? Parce que lorsque vous avez une notion du développement, chaque fois lorsque vous parlez, chaque fois lorsque vous posez un acte en matière de gouvernance de la cité, vous devez savoir si l'acte là est négatif sur la population, vous devez prendre les dispositions pour ne plus répéter l'acte. Mais ce que je constate, c'est que on veut rester au pouvoir autant qu'on peut l'être. Si on fait bien, si on fait mal, on est toujours là. Au même moment, la population grossit, les gens font les études, ils sortent des écoles, des universités, ils ont des familles, mais ils n'ont pas les moyens de subvenir aux familles. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Et souvent pour nous en Afrique, c'est à l'extérieur qu'il faut aller trouver le mieux-être. C'est ce qui fait que les gens quittent le pays vers des destinations inconnues. C'est ça la conséquence. La responsabilité des Africains est plus importante que la responsabilité des Européens. C'est moi, la compréhension, la lecture que je fais de la chose. Quand nous prenons par exemple la question de Lampedusa, il y a 2-3 ans, en ce moment-là, où près de 800 Africains sont noyés dans la mer, il se tenait une réunion de l'OUA, ou bien de l'UA. Mais les gens n'ont pas parlé de cette question. Ils se sont plutôt accrochés à ce chef d'État kenyan qu'on défendait au niveau de son pays. Vous voyez? Donc, c'est pour dire que l'inconscience ou bien la responsabilité est plus africaine qu'européenne. Alors, à quoi doit ressembler le plan de riposte aujourd'hui au niveau des pays africains pour limiter les dégâts? Ce serait la stratégie du développement. Il faut créer les conditions pour que les gens puissent rester chez eux. Il faut créer les conditions. Il faut faire en sorte que, même après une formation, il faut faire ce qu'on appelle les reconversions professionnelles. Il faut faire les reconversions professionnelles. Amener les gens à s'occuper de ce qu'on peut leur offrir pour améliorer leur situation sociale. Est-ce qu'une politique se fait en ce sens dans mon pays, le Togo, aujourd'hui? Je ne sais pas. J'entends beaucoup de choses à la télévision, mais je vais vérifier en tant que spécialiste en développement. Mais je n'ai jamais eu de réponse probante. Ça pose problème. Donc la responsabilité est plus nationale qu'internationale. Mais là, aujourd'hui, on voit l'Europe s'activer beaucoup plus sur cette question. Mais et les Africains, l'Europe peut tout faire, mais si les Africains eux-mêmes ne sont pas impliqués, s'il n'y a pas de plan de développement en ce sens pour créer les conditions pour les gens, pour qu'ils ne partent pas, le problème demeurera là. Ça veut dire que l'Europe doit plutôt aider l'Afrique à pouvoir maîtriser ses enfants. L'Europe peut aussi assister. L'Europe peut aussi assister, mais la responsabilité numéro 1, c'est pour les Africains eux-mêmes, les chefs d'État africains. Encore de freiner. Mais ils ont les moyens. Mais les moyens qui sont gaspillés. Lorsque les gens font dans un chef d'État qui peut sortir de son pays 2, 3, 4 fois, vous savez ce que ça coûte? Lorsqu'un chef d'État sort de son pays, même sans en rendre compte. C'est ce que nous vivons dans ce pays, au Togo. Et ça vous dérange? Moi, ça m'embête. C'est mon argent. C'est notre argent.
On ne peut pas utiliser l'argent du pays sans m'informer de à quoi ça a servi. Ça a servi à quoi? Seulement que nous parlons de l'immigration et le Togo n'est pas aussi concerné. Mais les problèmes d'immigration concernent aussi la bonne gestion du pays, la bonne gestion des ressources nationales. Mais lorsque vous dilapidez les fonds, je donne l'exemple du Togo qui me fait ça. Moi, ça me blesse le cœur. Quand je vois, j'entends que le chef de l'État togolais sort autant qu'il veut, sans nous informer de ce qu'il est parti faire à l'extérieur, ça me fait très mal. Vous savez ce que ça coûte? Prendre un avion, immobiliser un avion pendant 2 jours, 2, 3, 4, 10 jours à l'extérieur d'un pays. Et il arrive même d'immobiliser 2 avions. Immobiliser un avion en une journée, vous savez ce que ça coûte? Vous avez les preuves de ce que vous dites là? Parce que récemment, nous n'avons pas appris que Faure Gnassingbé... Je ne parle pas nécessairement de ce qui s'est passé hier. Et il a mobilisé un avion pendant 10 jours? Mais depuis il a fait déjà au moins 9 ans au pouvoir. Même s'il mobilise 2 avions pendant 2, 3, 4 jours, c'est déjà trop. Mais qu'il nous rende quand même le compte. Même s'ils croient que s'il est au pouvoir, ce n'est pas grâce à nous qu'il est au pouvoir, qu'ils sachent quand même que c'est notre sou, c'est notre argent. C'est l'argent du contribuable togolais. D'accord. Il doit nous rendre compte. On parlait de l'immigration. Mais Faure Gnassingbé doit pouvoir rendre compte. D'accord. C'est pas possible. Edema Tanti, merci beaucoup pour votre disponibilité à être avec nous ce soir. Merci d'être passé. Merci pour tout ce que vous faites pour ce pays. Merci beaucoup Florent Atiobwe. Merci Eric. Je rappelle que Edema Tanti, donc président de la sous-commission communication et relations publiques au niveau de la CENI, secrétaire national aux affaires politiques de l'ANC. Merci d'être venu nous voir ce soir. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis, vous qui êtes restés aussi à notre compagnie sur la radio Fréquence Renommée. On se retrouve dimanche prochain pour un nouveau numéro de 7 sur 7. À très bientôt. Au revoir.